Bonjour Pierre Raffard. Bonjour. Vous êtes géographe et depuis 2017 co-directeur du Food 2.0 Lab Paris. C'est un laboratoire de chercheurs qui étudie l'alimentation à travers les sciences sociales. Vos recherches, Pierre Raffard, portent sur la dimension géopolitique de l'alimentation, l'analyse des comportements alimentaires, leur évolution contemporaine. Vous êtes également l'auteur de ce livre Géopolitique de l'alimentation et de la gastronomie, de la fourche à la foodtech, le spectre est très large. Un livre paru aux éditions Le Cavalier Bleu. Je le disais, vous êtes géographe. En quoi la géographie permet de saisir les enjeux contemporains de notre alimentation ? Alors, la géographie permet de saisir beaucoup d'enjeux contemporains et notamment ceux liés à l'alimentation. Pourquoi ? Parce que quand on mange, finalement, on mange un territoire. Quand vous vous rendez par exemple à l'étranger, une des expériences touristiques, c'est de découvrir l'alimentation. C'est Pourquoi ? Je ne sais pas, peut-être que vous êtes allé en voyage dernièrement. Le passage obligé, c'est toujours d'aller dans un restaurant qu'on considère comme typique. Pourquoi ? Parce que l'assiette locale ou nationale, finalement, nous renseigne sur la culture locale. C'est une manière de rentrer, si vous voulez, dans la culture locale. Et plus généralement, c'est aussi que la géographie, finalement, elle interroge l'organisation des sociétés, l'organisation des espaces, et que l'assiette, la cuisine, la gastronomie sont des prismes d'analyse, peut-être à première vue anecdotiques, mais pas si anecdotiques que ça, très sérieux pour justement comprendre comment sont organisées les sociétés et quels sont leurs rapports les unes avec les autres. Finalement, la géographie s'est penchée assez récemment sur l'alimentation, parce que tout un chacun connaît la géographie, on pense au climat, au relief, au flux. L'alimentation, on l'étudie pas beaucoup à l'école. Alors, dès la fin, on ne va pas faire une épistémologie de la géographie, dès certains textes au début du XXe siècle commencent, Vidal de la Blache notamment, à s'intéresser aux questions alimentaires, mais d'un aspect quand même très, très, très éloigné, dans le sens où simplement on se contente de constater quelle est la production agricole sur tel ou tel territoire. Mais la géographie, c'est un petit peu la mission que je me suis donnée, c'est de dire que la géographie, ce n'est pas simplement des numéros de plaques minéralogiques ou de savoir l'altitude de l'Himalaya. C'est plus que ça. Et donc, finalement, l'alimentation, c'est, comme je disais, c'est assez récent en France. L'intérêt des géographes pour l'alimentation est assez récent en France, notamment dans les pas des travaux de Jean-Robert Pitt sur le vin, mais c'est un petit peu plus ancien dans le monde anglo-saxon qui sont les premiers, qui le premier s'est posé la question, mais finalement, on mange, d'où ça vient, comment ça change nos territoires, comment ça change nos manières d'être par rapport aux autres individus dans une société. Et finalement, face à ces enjeux, on va avoir une clé de lecture ou plutôt des solutions vraiment concrètes ? Alors malheureusement, au risque de vous décevoir, je suis pas trop Madame Soleil, donc je pourrais pas tellement vous dire, il faut faire ça, on lit pas dans les cartes. On lit pas dans les tarots. On essaye, mais on y arrive difficilement. C'est-à-dire que la géographie, comme toutes les sciences sociales, mes collègues économistes, anthropologues, sociologues diraient la même chose, c'est qu'à la fin d'une recherche, finalement, on a plus de questions que de réponses, mais ce qui est une bonne chose, puisque ça permet de travailler sur d'autres questions qui amèneront d'autres réponses, qui elles-mêmes amèneront d'autres... Vous interrogez finalement les sociétés contemporaines. C'est ça, oui, tout à fait. Même leur évolution. On pense forcément à ce fait biologique, celui de se nourrir. C'est un fait social, c'est incontestable. Mais elle s'invite, cette alimentation, de plus en plus dans le débat public, médiatique, sur la scène internationale. En quoi l'alimentation est finalement un objet politique, voire même géopolitique ? Alors, ce que vous avez dit en introduction de votre question, c'est essentiel et on a malheureusement, vu de France, vu d'Occident, un peu tendance à l'oublier, c'est que le manger est un fait biologique. C'est-à-dire que tous les êtres humains ont besoin de manger pour vivre et pour survivre. Et à partir de ce constat qui peut sembler évident à tout le monde, finalement, découle énormément d'enjeux géopolitiques. Comment faire pour produire assez pour nourrir l'ensemble de la population mondiale ? Comment faire pour transporter d'un point A à un point B la production agricole ? Comment faire pour transformer ces productions agricoles ? Comment les acteurs politiques, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics, finalement interagissent de manière commune ou au contraire donnent lieu à des tensions pour justement contrôler les chaînes alimentaires et les chaînes de valeur. Donc tout ça, finalement, chaque étape de l'acte alimentaire, il est éminemment en rapport avec la politique et avec la géopolitique. Et finalement, est-ce que cette alimentation est synonyme de puissance pour un État ? Oui, évidemment. Alors, elle organise son territoire autour, effectivement, vous parliez des productions, peut-être des cultures. Est-ce qu'elle va s'exprimer et pouvoir imposer, effectivement, sa puissance par rapport à d'autres États ? Alors, la puissance, elle est double, finalement. La puissance, elle est, ce qu'on pourrait dire, réelle. Je prends comme exemple, d'ailleurs, dans l'ouvrage aussi, la citation de Earl Butz, qui est un conseiller à l'agriculture de l'administration Nixon, qui, en 1973, dit forge le concept d'arme alimentaire, food weapon, en
anglais, et qui montre que finalement, contrôler la production agricole est un outil politique, un outil de pression, un outil d'influence particulièrement important vis-à-vis d'autres puissances. Et dans le cas de Airbus, donc on est en 1973, c'est bien sûr par rapport au bloc soviétique. Et donc, on a cette première dimension de la puissance, donc une puissance qu'on pourrait même qualifier de coercitive. Et on a une deuxième puissance alimentaire, ce que je montre aussi dans l'ouvrage, c'est une puissance plus symbolique, une puissance qui se rapproche à tout ce que les géopoliticiens ont théorisé sous le terme de soft power. Et là, c'est par exemple le cas français. On parlait des voyages. Soft power, on va dire, c'est l'influence culinaire. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on traduit un petit peu facilement par la puissance douce, c'est-à-dire la capacité d'un État, en l'occurrence, à influencer d'autres États et à leur faire adopter son système de valeurs. On a l'habitude de donner l'exemple de la culture américaine, avec Hollywood, avec les jeans, etc. Donc c'est l'exemple peut-être typique du soft power. Mais dans le cas alimentaire, la France, c'est un excellent exemple de soft power alimentaire. Et puis la gastronomie qui est rentrée aussi dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et même ça, on peut le voir, on parlait de voyage précédemment, quand vous allez en France, si vous avez des amis étrangers, la première chose qu'ils vous disent, à Paris, la baguette, le macaron, etc. Donc, le camembert. Voilà, et donc finalement, à travers cette dimension, là encore peut-être anecdotique, se jouent des choses beaucoup plus importantes, et certains pays l'ont bien compris, qui justement essayent de capitaliser sur une réputation, soit de capitaliser sur une réputation existante, soit de construire ex nihilo, si on peut dire, une réputation alimentaire. Alors, lesquels, je pense par exemple à la Thaïlande, je pense au Pérou. Alors, sans faire de mauvais jeu de mots, la gastronomie, c'est le Pérou. Mais le Pérou est un acteur particulièrement important de ces politiques de soft power culinaire. On peut penser au Japon, à la Corée, etc. aussi. Mais donc, des pays qui décident, à travers la promotion de leur assiette, de leur cuisine nationale, justement, de peser sur l'échiquier international. Et il y a aussi le rôle des chefs, qui sont de véritables ambassadeurs, pourfendeurs du bien manger. On en voit, vous parlez d'ailleurs dans votre livre de lanceurs d'alerte, d'activistes culinaires, de défenseurs de causes sociales, environnementales. Beaucoup ont ajouté une corde, c'est ce que vous dites, une corde politique finalement à leur arc gastronomique. Comment on peut expliquer cette politisation des chefs ? Alors, je pense qu'on peut l'expliquer par deux aspects. Le premier, c'est que les chefs sont devenus des acteurs de la pop culture globalisée. Au même titre, avant, on avait les chanteurs, ils sont dans les la acteurs, lumière, forcément, aujourd'hui. Et donc, finalement, ils sont devenus des caisses de résonance, des interrogations, des enjeux, des grands défis sociaux, sociétaux, environnementaux. Mais on ne leur a pas demandé. On ne leur a pas demandé, c'est vrai. Alors après, si on était un petit peu cynique, on dirait que certains, peut-être, en tirent un parti personnel d'ajouter justement une corde environnementale, éthique. C'est une question d'image avant tout. Une question d'image. Et donc j'espère que ce n'est pas le cas pour tous. Je pense qu'il y en a certains, j'en cite beaucoup. Je pense à Massimo Bottura, par exemple, l'Italien, qui, je pense, est vraiment convaincu. Je pense à une chef turque, Baybara Demir, qui, elle aussi, fait énormément pour l'inclusion des femmes, pour la gestion des déchets, font vraiment quelque chose de très, très, très systémique. Donc oui, les chefs sont finalement les symboles de ces évolutions à la fois réelles, mais aussi dans les mentalités. À l'inverse du soft power, alors je ne sais pas si c'est le hard power, mais il y a un outil de pression diplomatique, c'est le boycott. Tout à fait, tout à fait. Ça fonctionne, ce boycott de produits, par exemple, français. On voyait il y a à peu près un an, certains pays du Moyen-Orient qui boycottaient des productions nationales françaises. Oui, alors bon, en plus, moi, j'avais suivi ça, parce que je partage ma vie entre la France et la Turquie, donc j'avais suivi ça aussi du côté turc. Alors bon, là encore, est-ce que ça marchait ? Je ne suis pas sûr. Il y avait aussi beaucoup de communication, dans le sens où Recep Tayyip Erdogan avait annoncé boycotter les produits français. Je vous mets au défi de trouver des produits français en Turquie, c'est quand même assez compliqué. Donc il y avait aussi beaucoup de communication politique derrière ça. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, comment dire, l'alimentation, la cuisine, même la gastronomie sont des leviers dans la guerre économique que se livrent certains États. Je n'ai pas besoin de revenir sur tous les cas d'embargo, Cuba, l'Iran, etc., qui, pour partie, concernent des denrées alimentaires. On l'a vu encore plus récemment, par exemple, avec la tension qui a émergé entre l'Union européenne, et notamment la France, et la Russie. Les Russes, du champagne. Voilà, les Russes décidant de s'approprier l'appellation champagne, et donc les vrais champagnes, entre guillemets, français, eux, sont désormais vendus sur le marché russe, pardon, pas turc, russe, sous le terme de vin à bulles. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de, comment dire... Alors, ces guerres économiques, ces guerres culinaires, ces guerres alimentaires, finalement,
elles ne viennent pas de nulle part. Elles se doublent de guerres économiques ou de tensions politiques bien réelles entre différents États. Alors, je ne sais pas si ces plats mondialisés mettent tout le monde d'accord. Je sais que vous travaillez entre la France et la Turquie. Vous êtes penché notamment sur ce plat très connu, celui du kebab. J'aimerais qu'on se penche sur celui qui illustre la couverture de votre livre. C'est un burger. Alors, un burger, on y trouve, si je ne m'abuse, de l'aubergine, de l'halloumi. C'est ça. Et de l'avocat. Il n'y a pas de viande. Est-ce que finalement, il symbolise l'alimentation d'aujourd'hui? Alors le burger, c'est fascinant. Il faudrait faire une autre émission uniquement sur le burger. Effectivement, il le mérite. Voilà, en fait, ce qu'on a voulu faire, et là d'ailleurs, je remercie aussi mes deux éditrices qui ont fait un travail exceptionnel. Ce qu'on a voulu faire, c'était montrer justement deux choses. À la fois la globalisation de certains plats, en l'occurrence le burger, mais aussi la modification de ces plats à mesure qu'ils se diffusent, ce qu'on appelle en sciences sociales la culinarisation. C'est très simple, c'est-à-dire qu'il va se tenter d'influences différentes. Différentes, mais c'est surtout que, contrairement à l'idée qu'on évoluerait désormais dans un monde homogénéisé où on mange la même chose de Paris à Londres en passant par Buenos Aires ou Tokyo, et bien on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'un plat ou une recette ou même un produit, quand il se diffuse, il se coule dans des systèmes alimentaires préexistants. Cette très grande enseigne de restauration rapide autour du burger, d'ailleurs, adapte ses cartes en fonction du pays dans lequel oui, tout à fait. Et les différentes enseignes autour du burger, moi je fais un cours justement à mes étudiants autour du burger en leur montrant comment finalement, historiquement, ces enseignes se sont adaptées aux demandes locales. Avant, on avait, alors l'exemple typique, c'était l'Inde par exemple, où vous aviez un burger végétarien. Bon, maintenant on a des burgers végétariens absolument partout. Bon, mais c'est intéressant de voir comment se diffusent ces modèles, mais comment ces modèles aussi s'adaptent aux cultures alimentaires. Et donc, sur ce que je disais, on n'est pas vraiment dans un monde purement homogène, etc. On est dans un monde où la diversité alimentaire n'a jamais été aussi importante, à mon sens, qu'aujourd'hui. Donc finalement, cette mondialisation, elle n'a pas gommé les spécificités alimentaires. Et on n'arrive pas non plus à une uniformisation de l'alimentation au niveau mondial. Au contraire, je pense qu'on n'a jamais eu autant de diversité. Je travaille actuellement avec plusieurs collègues, des chefs, des collègues, etc., sur les cuisines africaines et sur le renouveau des cuisines africaines. Et on se rend compte que nous, vu de France, l'Afrique est un réservoir incroyable de produits, de techniques, de recettes qui sont totalement inconnues jusqu'à présent. Donc l'idée d'un monde complètement aseptisé et uniformisé, moi, je m'élève vraiment comme pourfendeur de cette idée un petit peu facile. Mais le système est malgré tout globalisé, un système avec ses failles. Vous en parlez dans votre livre, vous parlez de ce scandale qui avait fait grand bruit, qui avait créé une véritable panique morale. Le scandale des lasagnes à la viande de cheval, c'était en 2013. Panique vraiment morale. D'un côté, l'éthique et le mensonge sur la provenance et la qualité réelle de la viande qui composait ces lasagnes. Et puis aussi, ça avait révélé toute la complexité du réseau par lequel transite notre alimentation. Est-ce que ce scandale aussi et cette globalisation de manière générale a entraîné une perte de repères du consommateur? Bien sûr, évidemment, et je pense que c'est aussi l'industrialisation à outrance de certains produits qui a entraîné cette perte de repères. Bien difficile, c'est là encore avec mes étudiants, c'est un exercice que je fais à chaque fois. Vous savez, maintenant, vous avez toujours un étudiant ou une étudiante qui mange, qui boit quelque chose pendant votre cours. Bon, maintenant, c'est un fait. Et donc, utilisons ce problème pour faire acte pédagogique. Et donc, je leur dis, mais vous mangez une madeleine, un soda, vous buvez un soda ou quoi que ce soit. Est-ce que vous pouvez me dire d'où vient le soda? Alors, j'ai toujours il vient de l'épicerie du coin. Oui, d'accord, mais les ingrédients, d'où viennent-ils exactement? On est bien incapable de le faire. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que face à cette perte de repères pour le consommateur, alors pour le mangeur, je préfère toujours le terme de mangeur à celui de consommateur, qui est, peut-être que vous l'aurez compris dans le livre, qui est très, très teinté de marketing. Moi, je suis géographe de formation, donc je préfère l'idée de mangeur et de prendre le terme anthropologique de mangeur. Finalement, on mange aussi par plaisir. Tout à fait, évidemment. La consommation évidemment, la question du plaisir dans le cas de l'alimentation, elle est centrale. Et donc, ce mangeur, il a une véritable, il y a une vraie nécessité à ce qu'il retrouve du sens à ce qu'il mange. Ce qui explique, l'émergence de modèles qu'on a historiquement qualifiés d'alternatifs, qu'ils sont de moins en moins. Je pense au bio, je pense au circuit court, je pense à la vente directe. Justement, cet alternatif, est-ce que c'est en voie de faire vaciller un système globalisé? Alors,
Vaciller, moi, le discours selon lequel d'ici 20 ans, tout le monde va manger bio et en circuit court, malheureusement, j'aimerais y croire, mais la réalité du secteur agroalimentaire me fait penser que c'est pas demain la veille. Et au-delà justement de la réalité du secteur agroalimentaire, il y a les déclarations. Est-ce que finalement, les gens ont vraiment changé leur alimentation ? Alors là, c'est une vaste question. Je vais au marché, je mange local. Est-ce que dans les faits... Alors, c'est une vaste question. Je vous répondre. On ne se ment pas à nous-mêmes. Alors, ça, justement, vous m'enlevez les mots de la bouche, Fanny Grismer, parce que justement, on est en train de je mène depuis plusieurs années une étude vraiment de grande ampleur avec des collègues en Turquie et en France qui consiste à photographier les placards alimentaires et les réfrigérateurs. Et là, surprise. Et la surprise, parce qu'on était parti au départ sur une étude très déclarative, où finalement, à en croire les gens, tout le monde mangeait du bio, du local, etc. Enfin, tous les produits qui mangeaient avaient un sens particulier, sentimental, émotionnel, etc. Et quand on a simplement la photo du réfrigérateur ou du placard, l'émotion, elle s'en va un petit peu. Et on se rend compte que finalement, 85% de l'alimentation, elle est transformée. 37%, je vous dis les chiffres là comme ça, elle est ultra transformée. Donc finalement, comme vous disiez tout à fait, les mangeurs mentent aux chercheurs. Parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. C'est pas de la méchanceté de leur part, mais c'est qu'eux-mêmes essayent de s'auto-persuader de certaines choses. Et pourtant, on nous a dit que la pandémie que l'on traverse actuellement avait révélé une prise de conscience. Et ces mangeurs se tournaient davantage vers... du bio, du local, finalement, pas tellement. Alors si, mais la pandémie, contrairement à l'idée, on a entendu beaucoup, pas uniquement dans le secteur agroalimentaire, mais l'idée le monde d'après, etc., où on se rend compte que le monde d'après, il n'est pas totalement différent du monde d'avant. Mais ce qui est intéressant, à mon sens... On n'est pas encore dans l'après. On n'est pas encore dans l'après, on est dans une période intermédiaire, mais c'est surtout que la pandémie, à mon sens, a été une sorte d'accélérateur de ce qui avait déjà lieu précédemment. Les modèles alternatifs ne se sont pas développés avec la pandémie. Par contre, ils ont quand même ça a soutenu leur développement. Voilà, même chose sur les plateformes de livraison à domicile, par exemple. On ne citera pas de marque, mais tout le monde les connaît. Finalement, qui préexistaient avant la pandémie, mais la pandémie leur a donné une sorte de coup d'accélérateur, si je puis dire, de développement. La crise a tout de même montré les limites de ce système mondialisé. Qu'est-ce qui a péché ? Déjà, on peut noter que finalement, en France, il y a eu la peur de manquer. On s'est précipité dans les magasins pour acheter plein de choses, notamment de la farine et des pâtes. Est-ce qu'on a manqué au final ? Pas réellement, sauf si on voulait pâtisser notamment. On n'a pas créé cette pénurie nous-mêmes finalement, par cet affolement général. Vous avez entièrement raison, on a créé cette pénurie, mais une pénurie, plus qu'une pénurie, disons des tensions sur certaines gammes de produits. Vous avez raison, les produits qui peuvent se conserver, grossièrement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a redécouvert que l'alimentation n'était pas une donnée immuable. Et que, plus précisément, l'accès à l'alimentation n'était pas une donnée immuable. Et qu'avec, un danger comme on a vécu réel ou supposé, finalement on s'est rendu compte que nos réfrigérateurs, nos placards, etc. étaient le fruit de l'action quotidienne des acteurs des filières, en amont ou en aval. Ça, c'est valable pour l'Occident où finalement, on s'en est plutôt pas mal tiré, hormis quelques semaines un petit peu tendues. Par contre, du côté des pays émergents ou des pays en voie de développement, là, c'est beaucoup plus problématique, puisque certains pays... Alors, on a l'habitude de dire en Afrique, mais pas uniquement en Afrique. Certains pays, certaines populations en Amérique du Sud, certaines populations en Asie du Sud-Est ont été confrontées à de vrais problèmes de pénurie. L'ONU parle notamment de cette autre pandémie, celle de la faim. Tout à fait, mais là encore, la pandémie, un petit peu comme ce qu'on disait, a été un accélérateur, un catalyseur de problèmes préexistants. Ce n'est pas la pandémie en tant que telle qui a, mis en difficulté certaines populations, c'est que ces populations étaient déjà vulnérables. Et on l'a d'ailleurs vu aussi, même en France, où les Restos du Cœur, par exemple, ont tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois, parce que les populations déjà vulnérables ont été en situation de vulnérabilité encore accrue. Merci beaucoup Pierre Raffard. Merci beaucoup Fanny. Je rappelle que vous êtes géographe et co-directeur du Food 2.0 Lab Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous. Cette semaine, notre nouvelle recette, dépoussière l'image du cidre. Quand le cidre se fait brancher, on va peut-être pouvoir goûter du cidre, Pierre Raffard. C'est une nouvelle recette et c'est tout de suite.